Merci, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Nous recevons ce soir Madame Amy Sakho. Elle est membre de l'Association des juristes sénégalaises. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Antoine. Le sujet du jour, c'est l'avortement médicalisé. Vous êtes par ailleurs la coordinatrice de la Task Force pour l'accès à l'avortement médicalisé. On en parle parce que le Comité des Nations Unies a sorti un communiqué dans lequel il fait des recommandations au Sénégal pour l'accès à l'avortement médicalisé. Cette question vous tient à cœur, visiblement. Oui, Antoine, merci de nous avoir invités sur ce plateau. Et cette question nous tient à cœur, effectivement. Et pourquoi? Oui, en fait, parce que depuis 2013, on a mis en place un comité qui fait le plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé. Parce que, d'abord, le droit à l'avortement est un droit fondamental de la femme. Parce qu'il y a des statistiques qui montrent que malgré l'interdiction de l'avortement par l'État sénégalais, l'avortement clandestin continue à se pratiquer. Et selon ces statistiques-là, qui ont été publiées par une grande institut de recherche, l'Institut Goudmara, en avril passé, et qui fait état de 51 500 avortements au Sénégal, rien que pour l'année 2012. Et parmi ces femmes qui pratiquent ces avortements-là, elles sont âgées entre 17 et 44 ans. Et il y a une autre étude que l'AGS a eu à mener dans les prisons de femmes. Et il se trouve que l'infanticide constitue la deuxième cause d'incarcération des femmes, avec 19%. Selon cette même étude de l'AGS, 3% des femmes sont condamnées pour avortement. Et il y a aussi une autre étude de l'OMS qui montre que l'avortement constitue 8 à 13% des causes de décès maternels. Et quelle déduction faites-vous de tous ces résultats? Quelle analyse? Quelle lecture? Devant ces chiffres alarmants, nous, on se dit que ce n'est pas normal que les organisations de la société civile ne fassent rien devant cette situation. C'est pour cela que nous nous sommes dit qu'il faut appeler l'État à prendre ses responsabilités, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'État du Sénégal a eu à ratifier le protocole de Maputo en 2004. Et le protocole, dans son article 14, dit que les États signataires de ce protocole-là ont l'obligation d'autoriser l'avortement médicalisé à leurs femmes et filles en cas de viol et d'inceste. Et pourtant, la législation nationale est contraire à ce protocole-là. Alors que nous, en tant que juristes, on sait que selon l'ordonnancement juridique, les conventions dûment ratifiées ont une valeur supérieure sur les lois nationales. Oui. Donc l'État a l'obligation d'harmoniser ce protocole-là avec sa loi nationale. Vous mettez tous ces arguments sur la table. Est-ce que vous pensez pouvoir amener les autorités, les décideurs, à suivre la logique que vous voulez? Oui, nous le pensons réellement. Parce que déjà, parmi les acquis que nous avons, on dit que c'est assez rassurant, parce qu'il y a de cela 2 ans ou 3 ans, on ne nous a pas parlé d'avortement comme on le fait actuellement. Oui. Donc la sensibilisation, je dis qu'elle est passée. Les gens comprennent maintenant le pourquoi de cet avortement médicalisé. Mais je dis que l'État aussi commence à comprendre qu'il doit prendre ses responsabilités pour autoriser cet avortement. Et nous sommes confortés dans cette position par le récent communiqué du Comité des Nations Unies pour la CEDAW, c'est-à-dire pour la Convention pour toute élimination, pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, où l'État du Sénégal a été invité à présenter son rapport périodique. Et nous aussi, en tant que société civile, on a été invités à présenter la situation sur l'avortement au Sénégal. Et il se trouve que le comité, après avoir entendu la société civile, après avoir entendu l'État du Sénégal, s'est dit préoccupé par la situation alarmante de l'avortement au Sénégal. Vous, AGS, vous êtes très préoccupé par la situation. Au début, on avait l'impression qu'il y avait seulement l'AGS, mais aujourd'hui, vous avez réussi à fédérer un certain nombre d'ONG autour de la question. Oui. Combien êtes-vous autour? On est 20 associations de la société pour mener le combat. Pour mener le combat. Oui. Et
à la tête de la task force, je le rappelle, il y a le ministère de la Santé avec la direction de la santé, de la reproduction qui est membre de la task force. Il y a l'association des femmes médecins, il y a la RADDHO, il y a ASBEF, Réseau Siggil Jigéen. On est au total 20 associations qui luttent pour l'accès à l'avortement médicalisé pour sauver des vies. Et là aussi, je rappelle que nous parlons de l'avortement médicalisé en cas de viol, inceste et quand la santé de la mère est en danger. Les conditions sont bien définies. Voilà. Alors, autre chose, vous insistez sur le droit et la personne humaine. Mais au-delà de ça, il y a quand même la dimension religieuse. Est-ce que vous en tenez compte? Oui, on ne peut pas ne pas en tenir compte parce qu'on est dans un pays... Le religieux vous dira, tu ne tueras point. C'est ce qui est écrit dans tous les livres. Nous, on ne tue pas. Quand on avorte, on ne fait pas vivre non plus. Mais on ne tue pas. En tout cas, au niveau de la task force, quand on a commencé la campagne, on s'est rapproché des religieux. Parce que, comme je le dis, dans un pays où 95% de la population est musulmane, on ne peut pas négliger la cible religieuse. Et quand on les a approchés, contrairement à ce que les gens pensent, ils nous ont dit que, effectivement, dans les conditions que vous voulez que l'avortement soit pratiqué, vous êtes en phase avec la religion. Les religieux vous ont dit ça? Je ne dirais pas que tous les religieux, mais en cas de viol, inceste et quand la santé de la mère est menacée, la religion autorise l'avortement. La religion musulmane? Oui, parce qu'ils ont eu à nous donner les différentes écoles qui ont eu à parler de l'avortement. Et parmi ces écoles-là, la majeure partie a opté pour l'avortement avant 120 jours dans ces conditions. C'est pour cela que nous, au niveau de la task force, on parle de l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste avant les 120 jours pour se conformer aux recommandations des religions. Quelles sont les chances d'aboutissement du combat que vous êtes en train de mener? En tout cas, on a des chances. Au vu des résistances, vous n'avez pas peur d'avoir en face de vous ces organisations islamiques qui sont contre l'avortement? Non, je ne pense pas. Parce qu'ils ont été impliqués dans la campagne. Ils ont leur mot à dire. Ils ont été sensibilisés et ils se sont appropriés de cette campagne-là. C'est pour cela que nous, on est rassurés. On sait que cette loi-là, une fois devant l'Assemblée nationale, va passer comme une lettre à la poste. Mais il y a un travail préalable à faire, ce qu'on est en train de faire, mener la sensibilisation au niveau de la population, au niveau des médias, au niveau des religieux, parce qu'on ne veut pas d'une loi impopulaire. On veut que la population s'approprie de cette loi. Elle a des chances d'aboutir, cette loi? Oui, parce qu'actuellement, les propositions que nous avons eu à faire est devant la chancellerie, c'est-à-dire le ministère de la Justice. Ce qui reste, c'est que la loi atterrisse au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est de fortes chances, on a de fortes chances que cette loi-là aboutisse parce que nous avons émis les propositions de modification qui ont été données à qui de droit. Oui, on vous entend beaucoup parler d'avortement médicalisé. Il y a aussi d'autres qui avortent dans d'autres situations, mais on ne vous entend pas beaucoup mener la campagne de la sensibilisation, par exemple, auprès des jeunes. C'est vrai ou bien c'est une fausse impression? C'est une fausse impression. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau par rapport à la sensibilisation? Oui. Surtout la cible jeune. Parce qu'au niveau de la task force, on a eu à organiser des campagnes de sensibilisation à travers des causeries, des sessions de dialogue, où rien que pour Dakar, on a eu à toucher 300 jeunes. Avec qui nous avons eu à parler des conséquences néfastes de l'avortement clandestin. On avait même un slogan qui disait que l'avortement clandestin coûte cher et coûte la vie. Donc parallèlement à la campagne pour l'accès à l'avortement médicalisé, on est en train de sensibiliser sur les avortements clandestins qui peuvent avoir des conséquences assez néfastes pour les jeunes, mais aussi pour des adultes qui le font en cachette parce que c'est interdit par la loi. Oui, et il y a dans tout cela la question de la bioéthique. Je reviens là-dessus parce que c'est extrêmement important, parce que c'est les points de résistance, surtout avec les religieux. Alors, quand on doit donner la vie et quand on ne doit pas tuer, cette contradiction, il faut la gérer. Et comment vous comptez la gérer? En fait, nous, quand on parle d'avortement médicalisé, il n'y a même pas de vie. Parce qu'avant 120 jours, aussi bien que la religion, que les professionnels de santé admettent qu'il n'y a pas encore de vie. Ça, je tenais à le préciser. Donc nous, on n'est pas confrontés à ce problème parce qu'on ne tue pas. On ne fait que, comme on dit en Wolof, tour ëmb.
Donc nous, on n'est pas confrontés à ce problème, mais vous n'êtes pas sans savoir que même... C'est une vie en gestation quand même. Oui, on peut dire, mais vous n'êtes pas sans savoir que même dans la religion, il est dit que s'il y a à sauver une mère ou un fœtus, il faut sauver la mère. Ça, c'est la religion qui le dit. Donc, on est aussi bien conscient de cette question de vie-là que les gens posent souvent. Mais nous, au niveau de la task force, on parle d'avortement avant 120 jours. Il n'y a pas encore insufflation de la vie. Alors, pour revenir sur les différentes enquêtes qui ont été menées, vous avez parlé de 51 000 cas d'avortement clandestin. 500, oui, cas d'avortement clandestin. Quelles sont les zones les plus concernées, les plus touchées, où les chiffres sont beaucoup plus éloquents? Dakar. Pourquoi? C'est Dakar qui est là. Cela a une explication? Oui, en fait, selon l'étude, c'est Dakar parce que Dakar a la population la plus importante. Parce que Dakar, il y a le personnel de santé non qualifié qui est là, qui pratique cet avortement clandestin. Parce qu'il y a un nombre assez important de charlatans qui fait cet avortement clandestin. Après Dakar, il y a d'autres régions qui viennent, mais en tout cas, Dakar est la principale zone où l'avortement clandestin est pratiqué. Pour une échéance, vous visez quelle, disons, période pour obtenir le vote d'une loi autorisant l'avortement médicalisé? Oui, en fait, le Sénégal est en train de modifier son code pénal et son code de procédure pénale. Et ces modifications-là sont dans les réformes du code pénal et du code de procédure pénale. Donc l'échéance, nous ne la déterminons pas, mais en tout cas... Votre souhait, c'est quoi? Voilà, notre souhait, c'est que dans les prochaines modifications de ces codes-là, les propositions de modification que nous avons eu à faire, ils soient intégrées. Très bien. Merci, Madame Amy Sakho. Je rappelle que vous êtes membre de l'Association des juristes sénégalaises, coordonnatrice de la Task Force pour l'accès à l'avortement médicalisé. C'est tout pour ce soir. Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, à vous. Chers téléspectateurs, excellente soirée chez vous. Retrouvez demain membre du BRACAN sur ce même plateau.